Bonjour. Eh bien, nous sommes heureux de présenter sur YouTube notre conférence du 13 janvier 2018 sur compassion et pleine conscience. Bienvenue à tous. Donc, Edelweiss 45, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a 20 ans, en 1998, et dont le but est d'informer le public sur l'actualité scientifique internationale en rapport avec la santé mentale. Je me présente moi-même, donc je suis Pierre Simon, je suis le président de l'association Edelweiss 45, je suis psychothérapeute de métier et également instructeur MBCT MBRP. Pour en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur mon site www.simonpsychothérapeute-orléans.fr et là, vous aurez à la fois les formations que j'ai suivies, mon cursus et ce que je propose comme service. Donc, eh bien, nous commençons cette conférence par cette photo d'un gentil lapin, quoique ça soit un animal très anodin, très commun. Eh bien, il renferme une intelligence très complexe. Et je voudrais vous en dire un petit mot aujourd'hui. Donc, je vais me baser entre autres sur le livre de Waal, Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Dans ce livre est décrit toute une série d'expériences scientifiques, notamment en biologie, qui montrent combien les animaux peuvent être intelligents, on peut manifester une certaine intelligence. Et pour illustrer cette idée, eh bien, je voudrais partager avec vous une expérience personnelle dont j'ai été témoin. J'ai été témoin eh bien, de ce qui s'est passé un jour avec une maman lapin qui avait toute une portée de petits lapins dont elle prenait soin. Et elle était enfermée ça se passait chez ma voisine, elle était enfermée dans une cage qui était une sorte de boîte grillagée posée à même le sol. Et un jour, eh bien, cette maman lapin a creusé un trou dans la terre sous la paroi de la boîte, de sa cage donc, de telle sorte que tous ces petits ont pu s'enfuir par ce tunnel en quelque sorte qu'elle avait creusé sous la paroi de la cage. Ce tunnel était assez grand pour ces petits, mais pas du tout pour elle-même. Elle est restée un petit peu comme ce lapin que je vous présente sur cette photo, faisant le gros dos, tranquille, comme si rien ne se passait. Et elle se tenait ainsi devant le trou qu'elle venait de creuser. Et donc, de la maison de chez mes voisins, lorsqu'on jetait un coup d'œil sur cette cage, eh bien, on pouvait voir la maman lapin ainsi tranquillement, faisant une sorte de sieste. On pouvait imaginer que sur son côté invisible, eh bien, se trouvaient tous ces petits lapins faisant la sieste eux aussi, et on ne voyait pas du tout le tunnel ce tunnel d'évasion que cette maman lapin avait creusé. Et donc, ces petits lapins pouvaient s'enfuir, se sont enfuis. Hélas, je ne pense pas qu'ils auraient pu aller loin. Mais bon, il a fallu quand même pas très longtemps pour que le poteau rose soit découvert, que mes voisins eh bien, fassent une battue pour retrouver tous les petits lapins qui ont été récupérés. Et eh bien, désormais, la maman lapin et ses petits ont vécu dans une cage beaucoup plus, comment dire, prévenant beaucoup plus ces évasions. Ceci dit, cette expérience
est quand même très intéressante quand on y réfléchit bien. Cette maman lapin a creusé ce tunnel pas du tout pour elle, mais pour ses petits. Et elle s'était arrangée pour que, espérait-elle, ses petits puissent s'enfuir ni vu ni connu. Elle s'était arrangée en quelque sorte pour être elle-même le paravent, ne cherchant pas du tout elle-même à s'enfuir. Et donc on peut dire que cette maman lapin a fait preuve de compassion envers ses petits. Elle a fait preuve de compassion en ce sens que elle a été sensible à la souffrance qu'ils pouvaient vivre en restant en cage, car je pense que aucun animal n'aime vivre dans une cage étroite. Et elle s'est efforcée d'agir. Elle n'est pas simplement restée comment dire, dans une compassion qui se limitait au sentiment. Ce sentiment l'a poussée à agir. Il l'a poussée vraiment à agir pour ses petits et même à se sacrifier pour ses petits. Puisqu'en quelque sorte, elle ne cherchait pas du tout à s'enfuir. Donc elle n'a pas creusé ce tunnel pour elle, elle l'a vraiment creusé pour ses petits, pour donner une chance à ses petits de vivre en liberté. Donc cette maman lapin, comme beaucoup d'animaux, sont capables de manifester une certaine compassion. Et donc on peut se demander si une maman lapin est capable de compassion, pourquoi nous, les êtres humains, nous n'en serions pas capables. Et donc, là je vous présente le professeur Paul Gilbert de l'université de Derby en Grande-Bretagne, qui s'est beaucoup intéressé à la compassion. Donc évidemment à comprendre ce qu'est la compassion, comment elle se développe, mais aussi le rôle qu'elle pourrait jouer en psychothérapie. Et donc c'est lui qui a conceptualisé ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie fondée sur la compassion. Et donc il s'agit d'une approche transthéorique, c'est-à-dire que ceux qui connaissent un petit peu la psychologie ou la psychothérapie, vous savez que jusqu'à récemment, elle se divise en différents courants. Je cite par exemple le comportementalisme, la psychanalyse, la psychologie humaniste par exemple de type de celle qu'a conceptualisé Carl Rogers, ou bien des psychothérapie humaniste qui intègre un travail sur le corps, peut-être le plus célèbre est Wilhelm Reich. Et donc ici c'est une approche qui se veut transthéorique et c'est sans doute quelque chose qui s'impose de plus en plus dans la psychothérapie, donc les divisions passées s'estompent de plus en plus. Je reviendrai un petit peu plus loin dans cette conférence pour expliquer comment ça se fait. Mais la thérapie fondée sur la compassion eh bien, s'inspire de deux psychologues eh bien, assez éloignés l'un de l'autre. Tout d'abord William James, qui est un psychologue américain, qui a théorisé le soi. Hein, je reviendrai sur cette notion de soi. Et cela s'inspire également de la psychanalyse jungienne, donc de la psychologie analytique fondée par Carl Gustav Jung. Et donc c'est aussi une approche théorique parce que le professeur Paul Gilbert se définit comme comportementaliste.
C'est-à-dire qu'il introduit dans sa thérapie des pratiques vraiment tout à fait propres au comportementalisme, qui n'ont rien à voir ni avec William James ni avec Carl Gustav Jung. Et par exemple, il pratique ce qu'on appelle en comportementalisme l'analyse fonctionnelle. Et donc c'est une approche qui se veut théorique, c'est-à-dire qui essaye de rassembler et qui peut rassembler les différents courants de la psychologie, évidemment à quelques exceptions près. Et donc, qu'est-ce qui permet à la psychothérapie actuellement de s'unifier? Eh bien, c'est plusieurs choses. La première, eh bien, c'est de conceptualiser le soi. Donc le soi, au départ, c'est un concept bouddhiste qu'on pourrait traduire par âme, sachant que le concept d'âme n'est pas un concept spécialement religieux. Il a été utilisé tout au long du XIXe siècle, y compris en français, dans des courants humanistes, et des personnes tout à fait athées qui n'ont rien à voir avec la religion l'utilisaient parce qu'ils considéraient que le soi, eh bien, était un concept indispensable, le soi ou l'âme, hein, est un concept indispensable pour pouvoir comprendre les êtres humains, le fonctionnement des êtres humains, la psychologie des êtres humains. Et la psychothérapie s'unifie également autour du concept d'archétype. Alors, l'idée qui domine encore largement aujourd'hui, en tout cas en France, c'est l'idée que la nature humaine se réduit à quasi rien. Et que tout ce qui fait de nous un être humain est un héritage de la culture ambiante dans laquelle nous avons vécu depuis notre enfance. Or, il apparaît de plus en plus que, en fait, dès la naissance, et même dès la conception, le bébé manifeste une intelligence très complexe. Ce qui amène la psychologie actuelle à réintroduire le concept d'archétype, qui était déjà utilisé par Carl Gustav Jung. Donc les archétypes, c'est ce qui se trouve à la naissance. Dès la naissance, eh bien, nous avons un bagage très complexe, et c'est ce que nous pourrions appeler les archétypes. Je reviendrai évidemment sur cette notion par la suite. Donc la psychothérapie s'unifie également parce que de plus en plus elle reconnaît l'émotion comme le déterminant essentiel du comportement humain. Évidemment, notre comportement est influencé par la culture ambiante, est influencé par toute une série de facteurs psychosociaux, est influencé par les contextes relationnels dans lesquels nous vivons habituellement ou que nous sommes en train de vivre, est influencé par nos croyances, nos pensées, mais ce qui est déterminant et qui semble vraiment princeps, c'est l'émotion. Donc, de plus en plus, la psychothérapie se centre sur l'émotion, cherche à modifier nos réactions émotionnelles, à développer certaines qualités émotionnelles, et ça semble apporter des changements plus fondamentaux, plus durables à notre comportement. Je reviendrai évidemment là-dessus également. Et la psychothérapie va de plus en plus faire appel à ce qu'on pourrait appeler l'imagination, à travers une technique qu'on appelle la visualisation, le fait de créer des images intérieures, mais des images intérieures qui sont en mouvement. Donc je reviendrai également sur
la visualisation plus tard dans cette conférence. Mais en tous les cas, c'est important de comprendre que ça devient un outil privilégié. Et ça devient un outil privilégié du fait que l'imagination eh bien, est en lien très étroit avec notre part émotionnelle. Donc, c'est ce qui permet un petit peu le courant transthéorique, je vais appeler, hein, entre guillemets. C'est le fait que de plus en plus on va reconnaître le soi, l'âme, c'est-à-dire que la personne humaine peut constituer une unité, que la psychologie reconnaît de plus en plus les archétypes, c'est-à-dire que nous venons sur Terre avec un bagage très complexe qui est donc lié à notre nature fondamentale. La psychothérapie s'unifie aussi parce qu'elle se centre de plus en plus sur l'émotion. Et donc là, c'est ce qui permet notamment, comment dire, le fait que le comportementalisme, par exemple, eh bien, devient de plus en plus proche des courants humanistes en général et de la psychanalyse freudienne ou jungienne ou des autres psychanalyses. Hein, donc, entre parenthèses, je reviens un petit instant au soi pour dire que le soi est un concept utilisé par la plupart des psychanalystes. Donc, Freud parlait d'âme, et les successeurs de Freud ont préféré le concept de soi qui paraissait moins religieux que le concept d'âme. Hein, je cite notamment Winnicott, Melanie Klein, Michael Palin, la propre fille de Sigmund Freud, Anna Freud, pardon, et bien d'autres psychanalystes utilisaient le soi. Hein, Bruno Bettelheim également le faisait. Et donc, je disais, centrer la psychothérapie se centre de plus en plus sur l'émotion et fait appel de plus en plus à l'imagination à travers la technique de visualisation. Et donc, voilà, la plupart des courants de psychothérapie évoluent actuellement, hein, c'est quelque chose de nouveau, mais évoluent vers la reconnaissance de ces concepts, de ces techniques, de ces fondamentaux. Alors, les archétypes. Donc, comme je l'ai dit, notre nature humaine, dès le départ, dès notre conception, est déjà d'une grande complexité. Il est certain qu'à la naissance, le bébé a déjà une intelligence très élaborée, une capacité d'imagination et une gamme complète de sentiments et d'émotions. Hein, donc je ne vais pas développer toutes ces idées. Simplement, pour bien comprendre la thérapie fondée sur la compassion, il faut comprendre que dans notre nature, il y a au moins deux sentiments. Hein, donc il y en a beaucoup plus que cela, bien sûr, mais il y a deux émotions, deux sentiments que la thérapie fondée sur la compassion prend bien en compte. C'est le sentiment de compassion. C'est pour ça que c'est une thérapie fondée sur la compassion et le sentiment de culpabilité. Et donc, dans la théorie du soi, Paul Gilbert reprend la théorie du soi de William James. Et l'idée de William James, c'est qu'il y a un soi qui peut s'unifier, mais qui est constitué de différents soi qui peuvent fonctionner de manière autonome et parfois indépendants l'un de l'autre, hein, ce qui est dommageable, ce qui peut être dommageable. Donc l'âme, le soi, se divise en plusieurs soi,
le soi critique notamment, donc qui est lié à la culpabilité, et le soi compassionné. Donc le soi critique se manifeste, comme son nom l'indique, par la critique. C'est cette partie de nous-mêmes qui peut se manifester de temps à autre, par exemple, peut-être très rarement dans notre vie, mais par exemple lorsque nous faisons imparfaitement quelque chose, nous faisons une erreur, on reçoit un reproche, des situations de ce genre, peut-être ce soi critique se met en branle et va alors nous critiquer, par exemple nous dire tu es nul, vraiment mais tu ne vaux rien, mais tu n'y arriveras jamais, c'est vraiment stupide ce que tu as fait, ou pire, t'es vraiment stupide, t'es vraiment le type le plus stupide. Et peut-être d'ailleurs ce soi critique utilise des insultes à notre propre égard, des insultes qu'on n'utiliserait pas pour quelqu'un d'autre. Donc il se manifeste plus ou moins souvent, il est plus ou moins conscient, parce que la personne peut, par exemple une personne intelligente qui maîtrise bien son travail professionnel, peut s'arranger pour n'avoir que des éloges. Elle, euh, Elle peut y accorder énormément d'énergie, de temps, pour faire un travail suffisamment parfait que pour n'avoir que des éloges. Ceci dit, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui souffrent de burn-out et cela peut arriver par exemple quand l'environnement professionnel change suite par exemple à une faillite d'entreprise puis une reprise d'entreprise, un nouveau manager. Et donc des méthodes de travail changent, la fiche de poste change, les missions changent, et la personne peut se retrouver dans une situation où euh, ce qu'elle maîtrisait auparavant, ce qu'elle pouvait faire parfaitement auparavant, et avoir beaucoup d'éloges, eh bien là, par exemple, tout s'est informatisé, elle ne parvient plus à faire les choses parfaitement. Ou bien il y a un surcroît de travail ou une pression plus importante au travail qui fait que la personne n'arrive plus à bien faire son travail, en tout cas bien faire son travail à ses yeux. Et donc, peut-être là, un nouveau manager va venir et va lui faire des reproches. Et là, peut-être ça peut être vraiment très très mal vécu. Vraiment très mal vécu. La personne se sent vraiment très mal, repense à son travail le soir, peut-être la nuit, n'arrive plus à dormir, et sans cesse, des pensées arrivent pour dire ça, il faut absolument que tu le fasses comme ça, si tu fais comme ça sera pas bien. Ou bien les pensées, ce qui peut être encore pire, disent mais enfin mais tu as été nul là, tu te rends compte, qu'est-ce que tu as fait, tu n'as pas pu assurer, mais qu'est-ce qu'on va penser de toi, vraiment mais tu es vraiment minable, et puis ça peut être de plus en plus sévère, de, ça peut susciter aussi de plus en plus de désespoir parce que la personne pense qu'elle n'y arrive pas, qu'elle n'y arrivera jamais, et donc devient malade. Alors, certes, elle devient malade parce que le soi critique est très important. Mais elle devient malade aussi parce que le soi compassionné n'est pas suffisamment développé. Parce que c'est le soi compassionné qui permettrait à la personne dans ces situations difficiles d'être un peu plus indulgente envers elle-même, à continuer à prendre soin de soi, et à continuer surtout à avoir une certaine compassion envers soi, on pourrait parler d'un certain amour envers soi. Alors c'est également une approche transdiagnostique. La thérapie fondée sur la compassion est expérimentée actuellement autant pour des personnes qui souffrent de problèmes anxieux assez courants, par exemple ce qu'on appelle couramment la timidité,
et est expérimenté également pour prendre en charge des personnes qui souffrent de psychose. Parce que l'idée de la thérapie fondée sur la compassion, c'est que peut-être toutes les pathologies, fondamentalement, trouvent leur origine dans un manque de compassion. Et dans un manque de compassion envers soi. Donc ça peut être plus ou moins intense, il y a divers degrés, hein, mais fondamentalement, ça viendrait de là. Et donc, le manque de compassion envers soi et les autres pourrait être la base même de la psychopathologie et de toutes les formes de psychopathologie. Donc, peut-être ici c'est encore à titre d'hypothèse, mais il faut reconnaître que depuis quelques années maintenant, la psychothérapie, évolue de plus en plus vers cette idée de transdiagnostic, vers cette idée que enfermer les êtres humains dans des catégories diagnostiques n'était peut-être pas une très très bonne idée, parce qu'on retrouve chez tous les êtres humains, quelle que soit leur pathologie, des caractéristiques communes. Et notamment ce manque de compassion. Je ne dis pas que c'est le seul aspect, hein, mais ça serait l'aspect fondamental. Et donc, qu'est-ce que c'est la compassion ? Eh bien, la compassion se définit généralement comme le fait d'être sensible à sa propre souffrance et à celle des autres, donc ce qui est en général lié, et avec un engagement profond pour essayer de la prévenir et de la soulager. Ce qui peut supposer une action, du moins si une action est possible. Sachant que peut-être si on ne peut pas agir face à quelqu'un qui est très malade, peut-être pourrait-on s'engager dans une association dont la mission est la prévention d'une telle maladie. Donc on n'a pas toujours la possibilité d'une action immédiate et directe, mais peut-être pouvons-nous trouver des actions différées, plus préventives et indirectes. Alors, la compassion est quelque chose de complexe. C'est un sentiment complexe qui comprend toute une série de d'éléments. Ici, je vais donner quelques éléments, mais la liste n'est pas exhaustive. Donc, tout d'abord, il peut y avoir une empathie cognitive, c'est-à-dire que il y a le souhait de comprendre la personne. On cherche à comprendre pourquoi la personne a agi de telle ou telle manière, mais ce n'est pas l'empathie la plus importante. L'empathie la plus importante, eh bien, c'est l'empathie émotionnelle. C'est-à-dire que nous ressentons la souffrance que la personne vit. Donc évidemment, ceci veut dire que nous avons atteint une capacité de gestion émotionnelle suffisante que pour pouvoir vivre une telle souffrance et la supporter avec une certaine sérénité. Sinon, si nous sommes empathiques émotionnellement, nous pouvons trop souffrir nous-mêmes de la souffrance que nous ressentons chez les autres. Mais pourtant, cette empathie émotionnelle, eh bien, c'est un élément essentiel de la compassion. Elle suppose donc qu'il puisse peut-être y avoir un travail préalable ou parallèle
de gestion émotionnelle, d'apprentissage à gérer les émotions, et notamment à gérer les émotions pénibles. Donc, comme j'ai dit, cette empathie suppose par ailleurs une capacité à gérer ses émotions, même les plus pénibles, et sans s'effondrer. Donc je reviendrai bien comment on peut développer cette capacité. Et cela comprend également une impulsion à agir, c'est-à-dire que nous avons vraiment envie, quelque chose qui vient du plus profond de nous, émotionnel, c'est pas juste une stratégie qui est pensée et raisonnée. Nous avons véritablement un élan intérieur à faire quelque chose pour aider la personne et à trouver quelque chose à faire. Donc pour aider la personne, peut-être directement, peut-être indirectement, peut-être il n'y aura pas la possibilité d'aider cette personne, mais peut-être d'autres personnes. Et donc ici, je reprends ce que je considère personnellement comme les aspects essentiels de la compassion, mais comme je l'ai dit, la liste n'est pas limitative, la compassion est un sentiment très complexe. La compassion comprend donc la capacité à reconnaître la douleur et son universalité. Donc c'est un petit peu ce que nous enseigne la vie du Bouddha. Hein. Je rappelle que le Bouddha, déjà enfant, montrait une tendance à se replier sur lui-même, une manifestation de tristesse qui pouvait penser, comme on dirait aujourd'hui, que cet enfant est un peu dépressif. Et donc, son père, voulant prévenir une aggravation de cette tendance dépressive, eh bien, a fait en sorte que son fils jamais, jamais, jamais ne voit la mort, ne voit la maladie, ne voit la vieillesse. Et, eh bien, ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est que, en grandissant, le Bouddha devenait de plus en plus dépressif, jusqu'à ce que brutalement, et parce que c'est presque inévitable, il fasse l'expérience de voir quelqu'un malade, âgé, ou de voir un cadavre. Et à ce moment-là, eh bien, il a recherché le moyen, eh bien, de traverser une telle douleur. Donc, qui est universelle, puisque c'est le lot de chacun d'entre nous. Si pas d'être malade, de voir la maladie autour de soi, c'est le lot de chacun d'entre nous de vieillir et de mourir. Donc, cela comprend l'empathie, ce dont j'ai développé à la précédente diapo. Cela comprend la bienveillance, c'est-à-dire la bienveillance est elle-même un sentiment complexe, comprenant à la fois un sentiment de sympathie, c'est-à-dire c'est le contraire d'une aversion vis-à-vis de quelqu'un. Nous avons vraiment, comment dire, un élan vers la personne. Il y a donc une sympathie et il y a une indulgence. C'est-à-dire que nous acceptons inconditionnellement la personne, peut-être est-ce mieux dit. Nous acceptons inconditionnellement la personne, même si elle a fait des erreurs, même si elle a fait des fautes, ou elle a été en manquement. Donc le fait d'éprouver la bienveillance vis-à-vis de quelqu'un ne veut pas dire que par ailleurs on renonce à l'application d'une certaine justice, hein, et qu'on ne recherche pas une certaine justice. L'équanimité, c'est-à-dire l'égalité d'humeur, hein, à ne pas confondre avec l'indifférence, c'est-à-dire que nous pouvons
tout à fait ressentir la souffrance, des sentiments désagréables, voire douloureux, des sentiments agréables aussi. Mais ils sont acceptés de manière égale. C'est ça, l'équanimité. Et donc, ce qui fait que d'une manière constante, quels que soient les événements douloureux ou agréables ou joyeux que nous pouvons vivre, eh bien d'une manière constante, nous pouvons cultiver à l'intérieur de soi une certaine sérénité pour faire face à la fois à des événements très heureux ou à des événements très malheureux. L'équanimité suppose, par exemple, que si nous vivons un événement heureux, nous sommes tout à fait ouverts et dans l'acceptation de l'instant suivant qui pourrait être malheureux. Et l'inverse. Nous, nous pouvons vivre quelque chose de malheureux et rester ouverts à un instant qui pourrait être heureux. Ça semble peut-être évident, cette dernière possibilité, mais c'est pas si évident que cela. Par exemple, lorsque nous vivons un événement malheureux, nous pouvons sans cesse à l'intérieur de nous nous répéter le malheur que nous venons de vivre. Et cette répétition intérieure fait que notre conscience est saturée de pensées sur un événement qui s'est passé à un moment donné. Par exemple, nous avons échoué dans une tâche ou un examen. Nous pouvons nous répéter indéfiniment que nous sommes nuls, que c'est abominable d'avoir raté ça, et qu'est-ce que nous allons faire du fait que nous avons raté cela, etc. Et ne plus avoir aucune ouverture vis-à-vis d'un instant qui pourrait être heureux. Très simplement, hein, ce qui pourrait par exemple entendre une jolie musique, entendre un oiseau chanter, voir notre enfant venir vers nous avec beaucoup de joie, manger quelque chose d'agréable, avoir une activité avec des amis très agréable, en tout cas qui était agréable habituellement pour nous, etc., etc. Donc on peut s'enfermer ainsi à travers ses pensées dans un événement malheureux et ne plus avoir la disponibilité d'esprit de s'ouvrir à quelque chose qui pourrait être heureux. Ça suppose aussi la patience, parce que un problème a rarement une solution immédiate. Il est parfois nécessaire de patienter et de patienter au cours d'instants qui peuvent être plus ou moins agréables ou désagréables. Donc la patience est quelque chose qui va nous aider aussi pour être compatissant. Et cela suppose aussi une motivation et un engagement pour prévenir ou soulager la douleur. Donc on revient un petit peu à cette impulsion d'agir que j'ai évoquée à la précédente diapo. Alors, l'empathie, l'empathie, comment expliciter un petit peu ce concept? Eh bien, nous devons savoir que chez un être humain, il y a un niveau conscient et un niveau inconscient. Et au niveau inconscient, eh bien, on va retrouver surtout nos émotions et nos réactions émotionnelles. On n'a pas forcément la possibilité de bien conscientiser, surtout si notre conscience est sans cesse saturée de pensées.
Donc, si notre conscience est saturée de pensées, nous pensons constamment à des tas de choses, et bien, peut-être les sentiments, agréables ou désagréables d'ailleurs, que nous éprouvons, eh bien, ne seront pas perçus à la conscience. Alors, lorsqu'on interagit avec quelqu'un, donc ici j'imagine une personne A interagir avec une personne B, eh bien, il y a ce premier niveau qui est un niveau conscient, ce premier niveau d'interaction, où se passent, on va dire, que des choses qui sont visibles ou entendables. Donc, les mots que je prononce, les gestes que je fais en prononçant ces mots, les intonations utilisées, etc. Donc, là, c'est tout ce que on peut observer au niveau d'interaction qui est conscient. Hein. Et donc, par exemple, la personne A peut dire quelque chose et B ensuite va réagir en disant autre chose, puis la personne A va dire encore autre chose et ainsi de suite. Hein. Et donc, ceci c'est le premier niveau, c'est le premier niveau conscient. Mais tout ne se passe pas à ce niveau-là. Consciemment ou inconsciemment, eh bien, il va aussi y avoir une interaction à un niveau émotionnel. Par exemple, je reviens de vacances et je raconte mes souvenirs de vacances à mon ami. Peut-être tout en racontant cette histoire, peut-être j'ai une disponibilité d'esprit suffisante pour avoir conscience de ce qui se passe à un niveau émotionnel. Et ce qui se passe à un niveau émotionnel, eh bien, je ressens que mon ami est triste. Il ne le montre pas spécialement parce que mon ami est pudique, parce que nous sommes quand même dans un contexte socio-culturel où si on peut éviter de montrer qu'on est triste, on l'évite. Mais on sent, hein, tout d'abord, on sent que notre ami est triste. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va ressentir la tristesse que notre ami ressent. Cette tristesse peut être ressentie consciemment et alors peut-être à ce moment-là, on va interrompre le récit de nos vacances et dire quelque chose du genre, mais ça ne t'intéresse pas ce que je dis, tu n'as pas l'air dans ton assiette, ou quelque chose de ce genre. Donc, si nous poursuivons de manière indifférente, peut-être notre ami aussi, et de manière plus ou moins inconsciente, va ressentir finalement la joie exubérante que l'on ressent, peut-être une certaine indifférence vis-à-vis de sa tristesse, et peut-être qu'il en ait conscience ou pas, peut-être ça l'amènera à se renfermer peut-être un peu plus sur lui-même encore, ou finalement à l'avenir à nous éviter parce que eh bien il souffre de ce manque d'empathie, même s'il n'en a rien dit. Alors, ceci dit, cette empathie est vraiment nécessaire, mais elle peut être perturbée. Et elle peut être perturbée eh bien, par ce qu'on appelle en psychanalyse des phénomènes transférentiels. C'est-à-dire ici, il peut arriver que B ne soit pas vraiment en relation avec A, mais soit en relation avec A', c'est-à-dire quelqu'un de son passé. Alors, je vais donner un cas d'école pour faire comprendre ce point de vue. C'est une jeune femme qui, pendant longtemps, toute son enfance, son adolescence, a vécu avec son père qui était très dévalorisant. Presque chaque jour,
eh bien, son père pouvait trouver une occasion de dire quelque chose du genre, mais ma pauvre fille, t'arriveras jamais à rien, ou c'est nul ce que tu fais, voilà, que sais-je. Ou bien, donc, cette personne face à son père pouvait être prise également dans une grande tristesse qui la faisait pleurer. Quand son père montrait ainsi, se montrait dévalorisant à son égard, eh bien, elle pouvait aller jusqu'à pleurer. Et ça a pour conséquence que quand B est en interaction avec A, si A fait un petit reproche à B ou une petite dévalorisation juste pour rire, ça n'a pas considérable pour B, qui alors vit cela très douloureusement et se met à pleurer comme devant son père. Évidemment, l'entourage ne comprend pas comment B peut se mettre dans un tel état face peut-être à quelque chose qui était très anodin, une petite blague euh, qui effectivement peut passer pour dévalorisante, qui peut-être pouvait être vécue comme désagréable par la plupart des êtres humains, mais quand même pas au point que ça soit aussi douloureux, et pas au point que ça provoque ainsi des pleurs. Donc, dans ce cas, B est surtout influencé par des figures de son passé, des souvenirs dont la composante émotionnelle est très importante et qui influencent toujours le comportement de B dans le présent, dans ses relations présentes. Même si A a un comportement très différent de son père, B peut réagir comme si elle était face à son père. Donc ça, ce sont des phénomènes transférentiels et évidemment, cela perturbe ce type de communication à un niveau émotionnel parce que ce que ressent l'autre peut être déformé par ces souvenirs émotionnels qui influencent nos réactions émotionnelles. Donc, même si l'empathie ici à un niveau émotionnel est très importante, un travail de conscientisation est vraiment nécessaire pour éviter ce type de problème. Et donc, nous en venons à une technique importante qui est utilisée par la thérapie fondée sur la compassion, et cette technique est la visualisation. Et donc, dans la visualisation, il ne s'agit pas simplement de voir, il s'agit aussi de regarder des détails de l'image mentale comme s'il s'agissait de la réalité. Donc, on crée à l'intérieur de nous une image mentale et on essaye de vraiment la voir, la regarder en détail très attentivement, au point que ça peut ressembler à une image qu'on voit réellement. Donc on observe des changements qui s'opèrent lentement, on peut imaginer des mouvements dans cette image. Bon, en tout cas, dans un premier temps, on va créer des changements lents pour bien continuer à pouvoir regarder en détail ce qui se passe et donner vraiment toute notre attention à cette image qu'on est en train de créer mentalement. Et donc ensuite, on peut imaginer des sons, des mouvements, des odeurs, donc qui s'associent aux représentations visuelles. Hein, et donc, on va ainsi dans la visualisation, pas juste voir, mais aussi solliciter chacun de nos sens. Alors, utilité de la méditation sans visualisation, donc dans la méditation en pleine conscience, il y a des exercices de méditation qui se font sans visualisation. Hein, il y a différents exercices, par exemple le balayage corporel ou la respiration en pleine conscience. Donc, l'utilité de la méditation sans visualisation, c'est que cela permet de réduire le stress.
cela permet aussi un apaisement de l'esprit, donc une diminution des pensées automatiques, ce qui est très utile, ce qui rend l'esprit beaucoup plus disponible pour ensuite pratiquer la visualisation. Ça permet aussi le développement du lâcher-prise, et donc la visualisation, lorsque la personne lâche prise, devient improvisée. La personne peut voir des images, comment dire, qui n'ont pas été suggérées, et donc beaucoup plus spontanément, elle peut créer un scénario imagé. Et donc, en général, ce scénario imagé est en relation étroite avec son état émotionnel. Si par exemple la personne est désespérée ou triste, vont apparaître dans le scénario imagé. En tout cas, il y a beaucoup de chances des choses qui peuvent être tristes. Mais cela peut être utile justement pour aider la personne à traverser cette tristesse et peut-être à s'ouvrir à d'autres scénarios beaucoup plus agréables. Et donc le développement du lâcher-prise permet de se laisser aller à son imagination. L'imagination étant ce qu'on pourrait appeler une instance de la personnalité qui crée des images mentales, un petit peu comme dans le rêve nocturne. Dans le rêve nocturne, sans que notre conscience intervienne, eh bien notre imagination crée des images, crée des scénarios imagés, et ces scénarios imagés sont le plus souvent en lien étroit avec notre état émotionnel du moment. Donc, je vous propose de voir un exemple d'exercice. Donc, sachant que la thérapie fondée sur la compassion, c'est tout un ensemble d'exercices qui sont très nombreux. C'est une sorte de boîte à outils que le thérapeute va prendre bien selon son inspiration, selon comment il sent son patient et quelle idée lui vient sur ce qui pourrait le mieux correspondre à son patient à un instant donné. Mais donc là, je donne juste un exemple d'exercice pour que vous puissiez avoir une idée de comment on travaille en thérapie fondée sur la compassion. Donc, tout d'abord, on va suggérer à la personne de se connecter à son soi compassionné. Donc, se connecter à son soi compassionné, eh bien, comme je l'ai expliqué au cours de cette conférence, la compassion est un sentiment qui est naturel à tous les êtres humains, qui est inné, et donc même si quelqu'un semble jamais avoir éprouvé de compassion, à cette impression, eh bien il est possible, grâce à la visualisation, de solliciter ce soi compassionné et d'amener la personne à faire l'expérience de la compassion. Ensuite, on suggère à la personne de personnifier son soi critique. Donc le soi que j'ai décrit tout à l'heure, on demande à la personne de le visualiser sous la forme d'une personne ou peut-être d'un animal. Et ensuite, on suggère à la personne de rencontrer avec compassion son soi critique, c'est-à-dire de voir son soi critique lui lancer peut-être des insultes, peut-être des critiques, peut-être de la dévalorisation, que sais-je encore, et de rencontrer ce soi avec compassion. C'est un exemple d'exercice. Hein? Donc, eh bien, vous trouverez le contenu de cette conférence dans le livre qu'a écrit Paul Gilbert et Shodan, donc qui est un moine bouddhiste. Et son livre s'intitule Pleine conscience et compassion, approche théorique et application thérapeutique. C'est paru en français, donc chez Masson. Alors,
Je reviens un petit peu aux activités de notre association. Eh bien, le 14 avril, vous aurez une présentation globale de la pleine conscience, telle que on la pratique à Edelweiss 45. Le jeudi 19 avril 2018, il y a un atelier découvert de la pleine conscience, donc à 19 heures, où vous pourrez expérimenter un exercice de pleine conscience. Il y a une petite présentation très très courte. La présentation globale est plus élaborée au cours de la conférence du samedi 14 avril. Et un groupe d'initiation commencera au mois d'avril, le samedi midi. Donc vous pouvez avoir des renseignements en nous écrivant à l'association. Et d'autres groupes d'initiation se tiendront le mardi soir et le mercredi soir. Donc les groupes se succèdent les uns aux autres. Donc là aussi, pour tout renseignement, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Donc voici nos coordonnées, Edelweiss 45, notre adresse postale, notre numéro de téléphone, notre adresse courriel et notre site internet où vous trouverez beaucoup d'informations sur nos activités. Et donc vous pouvez également nous soutenir en faisant un don à partir de notre site ou directement par virement au numéro IBAN que vous voyez là affiché. Donc, vous pouvez également nous soutenir totalement gratuitement en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous serez ainsi informé de nos prochaines présentations sur YouTube, tout en développant notre notoriété, tout en contribuant à développer notre notoriété. Et nous serons très heureux de vous compter parmi nous. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Vous pouvez poser vos questions via YouTube. Vous recevrez des réponses dans les prochains jours. Et au plaisir d'interagir avec vous.